Tu sais ce moment où tu te dis qu'un rêve est juste pas pour toi. Trop haut, trop loin, trop compliqué. Alexandre pensait exactement cela de Cambridge. Il n'était pas le premier de sa classe, ne faisait pas de violoncelle, n'avait pas le profil parfait qu'on imagine. Cambridge, pour lui, c'était juste out of reach. Et pourtant, aujourd'hui, on décortique son parcours depuis le début. Comment il a choisi ses spécialités en seconde, ce choix de faire ou pas l'option internationale du bac, et surtout ce que sa mère lui a dit qui a tout rendu possible. Parce que spoiler, c'est rarement juste une histoire de notes. Si tu hésites sur tes choix d'orientation, si tu te demandes comment te préparer pour des études dans l'une des meilleures écoles au monde, ou si tu as juste besoin de voir qu'un parcours atypique peut mener loin, cet épisode est pour toi. Allez, on y va. Bienvenue dans Global Achievers Lab, le podcast en franglais décomplexé. Ici, on se colle, on dit ASAP, et personne ne te juge quand tu dis que tu vas apply à Oxford. Découvre comment faire de ta cultural fluency ton super power pour décrocher ta place dans les plus grandes universités et entreprises mondiales. À travers nos portraits global leaders et nos inside tracks, tu découvriras comment des CEO, des scientifiques de renom et des étudiants brillants ont transformé leur multiculturalisme en un atout décisif. Tu vas apprendre des stratégies concrètes pour convaincre les plus grandes institutions mondiales tout en restant authentiquement toi-même. Car l'excellence n'efface pas l'authenticité, elle la révèle. Je suis Monia Bricky et ensemble, nous allons faire de ton multiculturalisme ton passeport pour l'excellence internationale. Bonjour, aujourd'hui je reçois Alexandre. C'est un parcours qui illustre parfaitement cette génération qui navigue entre différentes cultures. Alexandre est aujourd'hui étudiant en master. Je vais te laisser te présenter plus précisément puisque tu as un parcours vraiment, je pense, très inspirant. Bonjour Monia et merci pour ces éloges. Moi je suis français. Alors je précise parce que ça a son importance pour plus tard, parce que je suis pas resté en France très longtemps. Je vais en Royaume-Uni à 10 ans et donc j'ai passé ma scolarité, la plupart de ma scolarité et mon lycée au Royaume-Uni, mais dans le système français. Donc c'est quand même un cadre assez particulier et assez privilégié aussi. En 2021, je passe le bac et puis je rejoins l'université de Cambridge. Je fais un Bachelor of Arts en Human, Social and Political Sciences. Donc c'est un diplôme pluridisciplinaire qui inclut de la politique, des sciences politiques, des relations internationales, de l'anthropologie, de la sociologie. Donc c'est très vaste. Et ensuite, donc, qui propose des opportunités de se spécialiser dans certaines matières. L'année dernière, j'obtiens mon diplôme de Cambridge et je décide de faire un double master, c'est-à-dire d'obtenir deux masters en 2 ans. Il s'agit d'un programme en collaboration avec l'Université de Bocconi à Milan et la LSI à Londres. Et donc, cette année à Milan, je termine mon année à Milan et j'ai fait le diplôme de Politics and Policy Analysis. Et à la LSI, je ferai un diplôme en European and International Politics and Policy. Ok, et donc là, on a le privilège de te recevoir depuis Milan. Donc C'est là, tu as 1 heure de plus. Je souligne aussi, voilà, c'est hyper chouette de te recevoir, d'autant plus que là, tu es en pleine période de stage, d'entretien, et juste avant, tu étais en entretien. Voilà, tu as raccroché l'entretien, on a décalé l'interview. Donc, alors, je reviens un petit peu sur ce parcours qui est hyper riche. Je trouve ça super intéressant. Donc, moi, je te connais assez bien, hein, puisque je t'ai eu en étudiant quand très jeune. Tu te présentes comme français, même si tu es franco-américain. Ah, oui, oui, c'est vrai Tu te parce que présentes toujours comme ça, en Angleterre, au ah oui, Royaume ouais? OK. ah oui, jamais. Alors oui, c'est vrai. Il se trouve pour moi la nationalité américaine, c'est une nationalité. Enfin, c'est des privilèges quand j'y vais, ce qui est très rarement. Il se trouve que j'ai toujours de la famille là-bas.
et que j'ai aussi fait mon stage aux Nations Unies l'été dernier là-bas. Donc là, c'était super utile parce que j'étais Hmm. au visa. T'as pas eu besoin de visa, ouais. Et, Hmm. donc c'est vraiment bien, mais moi, j'ai jamais vécu aux États-Unis et enfin, ma culture américaine est très limitée. Donc non. Donc en termes de culture, tu te sens plus français? Ou est-ce que Oui, tu te sens aussi, puisque là c'est super intéressant, là l'objectif, et puis moi c'est le but de ce podcast, montrer comment notre multiculturalisme, ça peut être une force, une façon de voir le monde. Et toi, donc tu es né de mère française, de père américain, même si tu as grandi une partie de ta vie en France et ensuite au Royaume-Uni. Donc tu as la culture française, tu as été à l'école dans le système français, mais au Royaume-Uni, est-ce que tu sens justement, donc on sent que la culture américaine n'est pas très présente, mais est-ce que tu sens vraiment cette culture française, ou est-ce que tu sens que, ayant ce background, tu as plutôt une culture un peu hybride, qui est un mélange de plusieurs aspects de ton parcours? oui, par rapport au Royaume-Uni. Alors, le fait d'avoir fait de mon CM2 à ma terminale dans le système français, entouré de Français, d'expats français. C'est-à-dire que moi, j'ai eu très peu d'interactions avec la culture anglaise et anglophone. Enfin, plus que si j'étais resté en France. Mais c'est vrai que enfin, c'est une bulle. Enfin, Mmh. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai toujours, beaucoup apprécié chez toi, cette, conscience finalement de ta situation, de ta position. Tout à l'heure, tu disais que, bon, tu étais quand même dans un milieu assez privilégié, tu as grandi dans une bulle. Qu'est-ce qui faisait que tu te rendais compte de cela? c'est une bonne question. Euh, Merci. je... alors oui, ouais, il y a une pluralité de réponses. Alors déjà, il y a mon père qui a toujours, qui lui a grandi dans une maxi bulle. Si moi j'ai grandi dans une bulle, lui c'était autre chose. Et donc Mmh. lui qui a toujours voulu qu'on fasse attention à bien être conscient de ça. Donc ça c'est de base. Et puis ensuite, c'est-à-dire que moi assez, je dirais relativement tôt, on peut dire que dans ma socialisation secondaire. Ouais. Je sais pas, j'ai été assez exposé à Internet, assez exposé, je sais pas si j'appellerais ça des travaux sociologiques, mais des perspectives qui sont très variées par rapport au point de vue dans ma famille. Ça m'a permis oui, non, je pense que ça m'a permis de développer une conscience là-dessus assez rapidement. Enfin, de dire aux gens, bah oui, bah, faut être conscient de votre position, etc. On dit c'est démagogue ou je sais pas, mais bon, enfin, non, enfin, c'est de la logique, quoi. Surtout Mmh. que si je me spécialise dans la politique publique, c'est assez évident qu'il faut avoir une compréhension des différentes classes sociales, etc. La Mais je pense structure que- sociale, oui, mais justement, et alors moi, à mon sens, hein, et puis je veux pas, pas avoir, je veux pas biaiser l'entretien, puisque c'est vrai que bon, je te connais, et dans les échanges, moi j'ai senti très tôt quand même cette conscience de ta position, d'où tu parles, conscience aussi de la structure sociale, des différents systèmes, des inégalités, hein, dans la société, des différents rapports sociaux. Et j'ai senti un intérêt très tôt de ta part sur ces questions. Et je pense que c'est ces deux éléments certainement qui t'ont conduit à développer un intérêt pour, d'abord à Cambridge, et on pourra en parler ensuite, pour, étudier HSPS, et ensuite pour les politiques, publiques, et puis, les politiques de développement. Donc, je pense que c'est pas éloigné, mais bon là, c'est une petite a analyse que je fais comme ça. Quand tu dis que c'est logique, oui, bah, je pense que tout le monde n'a pas forcément cette logique. C'est intéressant en tout cas. Alors, pas tout le monde, enfin, moi, c'est logique, oui, mais ça veut pas dire que tout le monde Exactement. observe. Ouais, 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 tout à fait. Donc, tu as grandi dans le système, enfin, tu as grandi, tu as évolué, tu as été scolarisé dans le système français. Tu es arrivé à 10 ans. Tu te souviens de cette arrivée au Royaume-Uni? Est-ce que ça a été simple pour toi, le fait d'aller à l'école dans le système français finalement, ou est-ce que quand même la transition, elle a été un peu complexe?
La transition, c'était un peu dur de certaines manières et bon, ça relève aussi un peu du perso. Je dirais que dans la transition, peut-être au niveau culturel, ça on peut en parler. C'est-à-dire que c'est quand même un changement. C'est-à-dire que depuis mes 3 ans, j'étais à Paris. Du coup, je suis resté peut-être 5 ans. Ouais, je suis resté 5 ans dans le même lycée. Et donc, c'est vrai que, enfin, dans le même lycée, dans la même école primaire plutôt. Et c'est vrai que oui, de toute façon, ça, c'est un changement, mais je pense que tout le monde qui déménage Hmm. enfin, a ce souci-là. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, donc, oui, je suis parti de mon école à Paris, mais en fait, être dans des écoles d'expat, c'est aussi faire beaucoup de rencontres. Moi, du coup, en fait, après avoir déménagé à Londres, j'étais dans une situation assez stable. On n'a pas beaucoup bougé. Hmm, Je suis hmm. resté au collège, À la puis au collège. différence de, ouais, à la différence de beaucoup de tes camarades, je suppose. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même se faire des amis chaque année qui partent l'année suivante. Ça, c'est pas simple. Après, bon, problème, bon, tout est relatif. Mais oui, je pense que ça, c'est un truc que j'ai observé. C'est Puis, vrai, ça c'est intéressant. Enfin, on ouais. peut en parler 2 secondes. C'est quelque chose que j'ai observé aussi dans le système international. Les expatriés changent, bah, par définition, en fait, hein, les parents vont de mission en mission. Et même si parfois ils restent 5 ans, 7 ans à un endroit, souvent ils sont amenés quand même à. Il n'est pas rare de trouver un enfant. Là, j'ai un de mes étudiants voilà, il a fait l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud je pense qu'il a dû les faire en 6 ans ou 7 ans, quoi. Et vous êtes exposé du coup à finalement des personnes qui viennent de différents endroits, qui ont fait des écoles un peu partout dans le monde. Ça donne un mixte assez intéressant. Mais aussi, effectivement, vous êtes exposé à ces changements. Donc des amis qui partent, d'autres qui arrivent. Et finalement, très tôt, j'ai l'impression que la logique de frontière, elle a une définition différente pour vous. Enfin, pour vous, pour les enfants qui sont dans ce système-là. Ça vous semble plus simple, enfin, contrairement à, enfin, moi j'ai grandi en France, dans les Vosges. Pour moi, juste aller sortir des Vosges au départ, c'était c'était déjà un pas. Alors que là, j'ai l'impression que voilà, on pense à Paris, l'Italie, l'Espagne. Bon, bah, c'est un peu c'est dans la même logique, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Et je pense que de toute façon, généralement, on aura tous tendance à voir l'herbe plus verte ailleurs. Donc, je pense que peut-être dans ton cas, tu avais peut-être très envie de voyager ou je sais pas, hein, ça se trouve, Mm, c'est une bêtise, mais je pense que si tu passes beaucoup de temps dans un endroit, peut-être que tu as forcément envie d'en voir plus, généralement. Et en fait, et de l'autre côté, je pense que c'est l'expérience de beaucoup d'expats. Moi, dans une petite mesure où, du coup, c'est vrai que il y avait un peu ce truc où, bah, ce petit problème d'identité, un peu, où tu es là, bon, bah, mais je pense que c'est un problème. Alors, moi, j'ai vraiment eu ce problème dans une moindre mesure, mais tu sais, le truc de, bah, en France, je suis mm. pas forcément Pas français. français, En en Angleterre, je Angleterre, suis ouais. clairement pas anglais. Mm, Donc, il y a ce petit truc-là qui est intéressant. Et aussi, moi, encore une fois, dans une moindre mesure, mais on parlait des expats qui déménagent tous les 2, 3 ans, où enfin, il y a un problème de racines. Enfin, je pense que c'est mm. important d'avoir des racines. Donc en Et- fait, l'idée, ce serait enfin, je pense que là, et là, je peux m'adresser aux parents et puis aux plus jeunes aussi, c'est que l'idée des racines, elle est importante. Partir, voyager, c'est important. Enfin, c'est important. Je veux dire, parfois, on n'a pas forcément le choix, mais c'est important de trouver comment garder quand même des racines. C'est-à-dire que on va pas s'empêcher de partir, hein, il y a des opportunités professionnelles qu'on peut pas louper, mais cette question des racines pour la construction identitaire, elle est quand même importante. Donc, je pense que le fait d'avoir ses racines, où que l'on soit, là, ça participe à l'équilibre.
à l'équilibre identitaire. Et par rapport à ces racines, toi, comment tu penses que tu as construit ces racines en étant finalement à des milliers de kilomètres de la France? Oui, bah, Ça venait de quoi? bah, en fait, euh, mon père, qui lui est jamais parti de la Touraine, du coup, moi, je le voyais assez régulièrement. Et donc, en fait, c'était ça un peu mon pilier. Et puis, en fait, j'ai vécu en Touraine 3 ans, mais je sais Ouais. pas, je suis hyper. Enfin, j'adore cette région. Mais bon. Mm. Enfin, je pense, et, C'est c'est intéressant. pas très objectif, mais du Ouais, non, coup. non, mais c'est hyper intéressant parce que cette région, elle a une signification particulière pour toi parce que pour toi, c'est tes racines en fait. C'est hyper intéressant parce que ce que je te disais tout à l'heure, un peu, on se moque souvent des Vosges, c'était la campagne et tout, entre jeunes, nous avant, on se disait ça, voilà, on va partir de cette campagne, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je pense à mes racines, c'est vrai que je pense aux Vosges. Et le fait d'avoir ces racines-là, même si je suis là entre plusieurs pays, et ça reste l'image de mes racines. Donc c'est important d'avoir cette construction et ce récit autour de cette construction aussi. Le fait, je pense, pour les parents, d'entretenir en fait euh, voilà, ce récit autour de cette région d'origine. Qu'est-ce qui la caractérise, quelles sont ses coutumes, ses traditions. Euh, Peut-être, et peut-être, mais aussi, c'est peut-être pas, peut-être que pas tout le monde en a besoin. Enfin, moi, je hum, pense que ça dépend des individualités. Moi, c'était important pour moi, et puis, mais il y a hum, peut-être des gens qui, justement, ou alors, il y a des gens, et ça, je pense, je l'ai observé chez ma sœur, qui, elle se voyait comme une internationale. Et je pense qu'il y a des hum. gens qui se forment leur personnalité, Ouais. plus sur ça. C'est ça, ouais, c'est vrai, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Comment tu te définis? Et c'est vrai que moi j'ai rencontré pas mal d'étudiants, de jeunes et puis de moins jeunes, hein, je l'ai vu aussi chez certains de mes amis, où très tôt, en fait, c'est du syncrétisme, tu vois. Ils prennent un peu de chaque culture et ils se définissent comme un citoyen du monde. Ça fait très marketing hein, de dire ça, mais en tout cas, quelqu'un qui a des identités multiples et qui sont pas, voilà, j'habite là, mais mon origine, c'est cela. Et c'est vrai qu'on le voit. On le voit assez souvent chez. C'est vrai qu'il y a aussi ce type de personnalité. Tout à fait. Du coup, elle est moins attachée à la Touraine que toi, ta sœur. Ou peut-être que si. Je pense que ça revient, je pense que ça revient. Voilà. Oui, comme quoi la question des racines, elle est quand même importante, tu vois. Même si on a cette personnalité très internationale, très multiculturelle, ouais. Et donc, du coup, je reviens aux écoles. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes parents, qu'est-ce qui a fait... donc, ta maman a choisi de te scolariser dans le système français. Pourquoi? Tu t'en souviens ou... Pourquoi? Pour limiter le changement. Enfin, c'était déjà un assez gros changement, donc je pense, enfin, je crois que je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé avec elle, mais dans la logique, je pense que c'est pour ça. Faciliter la transition pour toi Ouais, et ta en fait, sœur. Ouais, exactement, ouais, exactement. ouais, ouais. Donc oui, à la base c'était ça. Et en fait, il se trouve que ensuite, elle nous a donné un choix. Donc, Voilà, d'accord. C'est intéressant, ouais. Mm. en fait. Je pense que ma sœur et moi, on était dans le même. Donc ma sœur qui a un an de plus que moi, on était dans le même collège, au Collège français bilingue de Londres. Et donc elle est restée jusqu'en troisième. Et ensuite, donc elle a eu le choix soit de rester dans le système français, soit d'entrer dans un autre système. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs options, mais finalement, celle qu'elle a prise, c'est l'IB, donc D'accord. l'International Baccalaureate. Mm, mm, mm. Et Donc elle est donc, partie vers le système international et toi, tu es resté dans le voilà. bac français. Mm. Elle a passé le bac international. Voilà. Et donc moi, quand j'ai eu à faire ce choix, il y a eu énormément de facteurs, mais euh, peut-être qu'il y avait encore ce truc de constance. Il y avait aussi ce truc enfin on vient d'en parler, donc je vais pas, mais de différence de personnalité entre ma sœur et moi. Mm, mm, Donc elle se mm, voyait déjà comme plus international, mm, mm. et moi non. Ouais, c'est Je intéressant en tout cas que tu as
que tu aies eu le choix, que vous ayez eu le Ouais. choix, et que finalement, en fonction de la personnalité de l'enfant, en fait, on aille vers le système qui semble lui correspondre. C'est vrai que moi, je le vois souvent, j'ai beaucoup de parents qui, voilà, qui sont très très attachés à un système pour de multiples raisons et finalement qui le regrettent après quelques années, tu sais, à la fin du bac, en se disant ah, peut-être que le système britannique, il aurait été meilleur pour lui, pour elle, peut-être que le système international, ou inversement. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce socle hein, important quand on veut garder la langue, la maîtrise académique à la française, dans un premier temps, sans doute. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait pour mes enfants, en tout cas. Mais parce que je considère qu'on peut le faire d'une autre façon, hein, pas forcément par l'école, mais en tout cas, à un moment, je pense que c'est important aussi d'aller, parce qu'on va en parler, je pense, d'aller vers le système dans lequel l'enfant s'épanouit le mieux. Et c'est vrai qu'il y a des grandes différences. Alors justement, par rapport aux différences, on va peut-être aller jusqu'à la fin de ton lycée, et puis expliquer un petit peu, tu t'es orienté vers des choix, en fait, tu as fait des choix pour ton orientation qui étaient hyper sélectifs. Donc raconte-nous un petit peu le lycée pour toi, de façon générale, comment ça s'est passé et à quel moment tu as commencé à penser à ton projet d'orientation. Ouais. Et aussi, j'aimerais bien que tu nous dises aussi au lycée, tu vois, on a cette partie académique forte, voilà. Comment tu as développé ça? Est-ce que tu avais conscience que c'était important et qu'est-ce que tu as fait dans ce sens-là? Et j'aimerais aussi que tu nous parles du côté extra-académique. Qu'as-tu fait au niveau des activités? Rien, beaucoup de choses. Enfin, qu'as-tu fait en dehors de la sphère académique, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école? Donc moi j'ai eu énormément de chance que ma mère soit sur mes côtes à ce sujet. Mhm. Les Euh, mamans sont souvent investies, c'est souvent les mamans qui sont très... ouais. donc, ouais. Mais je pense que pas tout le monde a cette chance, donc c'est aussi pour ça, je pense, le but de ce genre Du de podcast, podcast, c'est c'est pour exactement ça, tout ceux, à fait. pour Merci de ceux le qui n'ont pas souligner. cette chance-là, et donc pour avoir des tips, moi j'ai eu énormément de chance. Et donc du coup, alors quand est-ce que j'ai pensé... Bon, alors faut pas croire que moi, j'avais pas une idée de ce que je voulais étudier, j'avais pas de rêve, ça- enfin j'avais pas de rêve de carrière. Hmm, J'avais pas, je savais ce qui m'intéressait, mais je savais pas forcément ce que je voulais faire parce que je suis intéressé par plein de trucs. hmm. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, alors, je pense que le premier, ouais, je pense en fin de troisième, ouais, fin de troisième, c'est un peu quand tous ces trucs-là ont commencé à venir. En fin de troisième, j'ai fait alors, je savais déjà que j'étais intéressé dans la politique internationale. Et donc, en fin de 23e déjà. Ok. ouais. Donc, Donc après le brevet, donc je passe le brevet. Et donc ma mère, et alors il se trouve que donc, ma soeur qui avait un an de plus, elle faisait cet été-là une summer school à Columbia, donc à New York. Et donc ma mère a décidé de m'inscrire à une summer school. Voilà, donc c'est un truc. Bon, c'est pas, ouais, c'est vraiment pas nécessaire les summer school. En vrai, c'est très bien pour ceux bah, qui... on va en parler du fait que ce soit hyper important ou pas. À mon sens, ça peut, c'est intéressant, mais dans la candidature, ça va pas être déterminant. Par contre, Mm. ça peut être intéressant pour la curiosité, pour être Oui. exposé aussi à d'autres personnes. Et cette summer school, toi, tu l'as fait tout, donc? Donc à Georgetown, à Washington, D.C. Donc le Mhm. truc, donc après c'était super intéressant pour l'immersion aussi parce que c'était Mhm. que des Américains. Donc Mhm. Ah, c'était que des Américains avec toi. après, Ah ouais, ouais. c'est très surprenant parce qu'en plus c'est une université qui est assez internationale et tout, mais dans le Mhm. programme que des Américains. D'accord, ok. Donc mais bon, honnêtement, c'était sur le counter-terrorism. Euh, Mhm. je trouvais ça assez barbant et ça m'a pas servi à grand-chose, mais bon, au moins Mhm. je savais pas ça. Mhm. Euh, enfin bon, je pense que j'étais un peu jeune. Je sais pas si c'est Mhm. nécessaire. Ouais, troisième, c'est un peu compliqué de... Moi, Ouais. je savais pas, ouais, je savais pas dans quoi je voulais m'orienter, donc je sais pas si c'est nécessaire. Et tes camarades, ils avaient ton âge? Ils étaient un peu plus âgés? Bah, je crois que j'étais plus jeune. Ouais, je pense, Je crois hein. je crois qu'ils avaient tous un an ou deux de plus que moi. Ouais, c'est ça. Mm, Donc ça, c'était vraiment le premier truc. mm, Enfin, je pense, ça se trouve, j'oublie des choses. mm. Donc voilà, donc ouais, c'était très tôt.
Je pense qu'en seconde, c'est quand il faut commencer à y penser. Et je pense que c'est assez explicite parce qu'en plus, en seconde, c'est quand on choisit, on doit choisir nos spécialisations Mm. pour le. Pour le bac? Mm. Du coup, en seconde, oui, bah, je commence à être un peu plus investi Enfin, ouais, je commence à penser à ces choses-là, ce que je vais devoir mettre dans mon CV, mais toujours sans savoir exactement ce que je vais faire plus tard, mais juste histoire de ne pas rien avoir à dire en termes Mm. extrascolaires. Mhm. Donc, donc, ouais, fin de seconde, je commence à m'investir dans des trucs caritatifs et puis ensuite dans le BDE du lycée. Mhm. Donc c'est en première où je rejoins le BDE en tant que Head of Volunteering, donc responsable du volontariat. Et puis ensuite, finalement, en terminale, je vais candidater avec un gouvernement des élèves, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Mm. Mm. Donc on se fait élire et donc finalement, je finis président du gouvernement des élèves. Ça, pour le Ouais, coup, donc tu as quand même une des positions, voilà, très tôt. Alors ça, c'est intéressant. Donc très tôt, tu fais partie du gouvernement des élèves en tant que membre au départ. Et puis, donc tu es investi. Et puis, progressivement, tu prends des positions de leadership et tu deviens président du gouvernement des élèves. Et donc, oui, tu as été celui qui a fait le speech de fin d'année pour la remise des ouais, c'est diplômes. ça. Donc, pour le gouvernement des élèves, déjà quand tu es arrivé en seconde, donc tu étais parmi les plus jeunes, quel était ton rôle? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, en seconde, Bah, parce que tu as commencé à participer au gouvernement des élèves en seconde. oui, alors, oui, j'ai officiellement rejoint. En fait, en seconde, j'ai fait un peu de caritatif avec ouais, la sauce étudiante caritative, je crois qu'il n'existe plus. Mmh. Donc, j'ai fait un peu de ça. Et ouais, en fait, finalement, donc c'est en fin de seconde où je commence à me dire, OK, ça serait bien de rejoindre le gouvernement des élèves. Et donc c'est à partir de la rentrée de première où je suis dedans, quoi. Donc, Mmh. très intéressant. Je sais pas si y a des questions peut-être plus précises. Bah, en fait, c'est, au départ, quel est ton rôle? Parce que tu termines Ah oui, président, oui. mais avant ça, qu'est-ce que tu fais? Donc avant ça, je suis responsable du volontariat. Donc le rôle consiste grosso modo, du coup, on faisait pas mal de partenariats avec la sauce caritative euh, et pour de la promo, etc. Je sais pas, il y avait différents programmes, par exemple, il y avait Soufra, où on venait dans des cantines alors là, je vais commencer à faire plein d'anglicismes, mais C'est pas grave, vas-y, on a euh, l'habitude. Alors, c'est le but du podcast. Tu vois, dans mon intro, je dis ici, on te juge pas si tu dis que tu vas apply à Oxford ou enfin les anglicismes, c'est le podcast en franglais là. On s'assume. mais ouais, du coup, pour les deprived communities, donc c'est comme ça que Mhm, c'est le statut officiel en mhm. Angleterre, ça s'appelle comme ça. Donc par exemple, pour cuisiner là-bas, enfin des trucs pour aider la D'accord. communauté locale. Donc, Et tu participais à des ouais, aux repas. Enfin, c'était des repas pour soit des sans-abri, soit pour des personnes démunies. ouais, C'était vous faisiez les repas? ouais, D'accord. par Ok. exemple. Donc il y avait ça. Après, sinon, il y avait beaucoup, ça consistait beaucoup en faisant des levées de fonds pour ensuite des événements pour les élèves. Donc, voilà, c'était surtout ça. Ok, donc fundraising et tout ça, tu as eu l'habitude très tôt. Oui, Ok, je ok, dirais que oui. Et puis aussi de convaincre, de faire de la promo pour convaincre les élèves de s'investir aussi dans ces projets-là, parce que le but, c'était d'inclure, c'était pas que ce soit seulement le gouvernement qui travaille là-dessus, c'était aussi d'inclure un peu la communauté d'accord. du Ok, lycée. Voilà. ok, ok. Ah, bon, c'est chouette. On voit déjà que tu as développé, enfin, que ça implique quand même beaucoup de compétences qu'on a ou qu'on développe dans ce type d'activité. La Oui, communication, la négociation, le fundraising. euh,
Ouais, je pense, mais aussi, enfin, peut-être que ce serait important de faire une note là-dessus, mais moi, la plupart du temps, quand je commence des trucs comme ça, j'ai aucune idée de dans quoi je m'embarque. Enfin, Mmh, maintenant, non, c'est plus trop le cas, mais mmh. enfin, à cette Quand tu époque-là, étais plus jeune. Oui, ouais, donc en fait, le conseil, ce serait un peu de dire, «Vas-y oui, et tu vas voir, tu vas découvrir» et puis, tout à fait, c'est tout à pas, fait. faut pas avoir l'image. Enfin, je pense que oui, c'est compliqué, c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, mais Mmh. Mmh mh, mmh. toujours tenter si on en a, si on en a les moyens. Ouais, voilà, si on peut le faire, et donc après, tu as pris des positions de leadership, donc ce que je disais, donc cette compétence que tu as développée, aussi, diriger des équipes. Qu'est-ce qui t'a décidé à te présenter, au rôle de président? Bah, moi, j'avais vu, en fait, moi, j'avais apprécié mon temps en tant que responsable du volontariat. Et je pense qu'au lycée, enfin, moi, il y avait un intérêt de représenter vraiment tout le monde. Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça paraît complètement bateau quand j'en parle comme ça. Mais en fait, c'est-à-dire que généralement, dans les BDE, c'est un peu une certaine catégorie de personnes Mmh. qui se présentent. Mmh euh, mh. euh, et bon, c'est débile d'en parler comme ça, mais peut-être c'est des personnes plus dans les groupes populaires qui se présentent. Et puis généralement, ça se fait Ouais, quand vraiment. tu dis populaire, c'est pas au sens sociologique, hein, c'est Ah non, populaire au non, sens, vraiment pas. qui ont les Bah, in, en fait, je les pense in, que les les jeunes qui écoutent comprendront. oui, oui. Oui, Euh, populaire, oui, les ceux qui ont ouais, voilà, enfin, qui parlent à beaucoup de gens, voilà, c'est ça. Mmh. mais qui ne sont pas forcément intéressés. Ouais, Et puis, généralement, il y a certaines communautés qui sont exclues. Voilà. ouais, Et, d'accord. et moi, vraiment, je me moquais de ces groupes-là, où je me moquais pas Mmh. forcément, mais il y avait un intérêt égal de représenter ces gens-là Mmh et mh. des gens qui sont pas forcément inclus dans la vie du lycée. Mmh. Et moi, mon groupe d'amis était vraiment pas intéressé par la vie du lycée. Et puis donc, je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient plus intéressés ou moins intéressés. Faudrait Mmh. essayer de faire Pour en sorte. inclure en fait, tu as Voilà. essayé d'inclure en fait, tu as essayé de défendre en tout cas les intérêts de l'ensemble de la communauté. Oui, bah, enfin, et ça paraît assez logique finalement. Ouais, ouais. Et en fait, mais ce qui a permis enfin, je pense qu'il a permis d'avoir un peu d'engouement vers. Moi, du coup, j'ai formé le gouvernement, enfin, j'ai l'équipe, Mmh mh. et du coup, c'était vraiment des personnes de différents, avec différents intérêts, de différents groupes. Et, Mmh. et donc, et enfin, c'est pour ça qu'on a eu plein de voix aussi, quoi. Enfin, Ouais, c'est bien, tu as bien compris ces principes un vrai. de la politique ou même ce que beaucoup d'entreprises remarquent là, c'est que des groupes, divers et mixtes sont finalement beaucoup plus efficaces parce que plus représentatifs que des groupes, où on fonctionne en vase clos. Donc heu, donc chapeau pour, l'avoir, noté. Et comment tu as concilié ça du coup avec maintenant on va parler plus de l'académique, avec l'académique, avec, bah, tu étais un étudiant dans un lycée, beaucoup d'enseignements, d'options. Parle-nous un peu de ça, déjà il y a cette grosse question qui se pose dans le choix des spécialités. Moi, tu vois, en ce moment, je fais plein d'accompagnements pour les élèves de seconde. Et j'ai la grosse panique. Quelle spécialité? Est-ce que si j'abandonne cette spécialité, est-ce que je vais être pénalisée? Est-ce que je dois faire le BFI? Donc, ton époque, c'était l'OIB ou pas l'OIB? Est-ce que tu as traversé ces questionnements ou pour toi, c'était sûr ce que tu voulais faire? Oui, non, bien sûr. Surtout qu'en plus, moi, j'étais la première année des SP. Et donc, Oui, c'est vrai. enfin, c'est-à-dire en seconde, on ne nous a même pas préparé. Enfin, ils avaient pas les programmes. Donc, Ouais, 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 ouais. c'est pas forcément Et, simple. et donc, je précise, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas le système d'avant ou ceux qui ne connaissent pas le système d'aujourd'hui, avant la réforme du bac, et donc dont tu as été la première génération, on était dans un bac par filière, avec le bac, les filières générales et les filières technologiques. Donc pour les filières technologiques, hein, on a les sciences de gestion, voilà, marketing, ST2S aussi pour les sciences sanitaires et sociales, hein, et puis après, pour les filières générales, on avait le bac S, scientifique, donc avec les 3 grosses matières, scientifiques, le bac ES, économique et social, et le bac littéraire.
Et en fait, l'objectif de la réforme du bac, c'est de proposer en fait des spécialités et chaque étudiant doit choisir 3 spécialités en première, 2 en terminale, donc abandonner une spécialité entre la première et la terminale. Et l'objectif, c'était de pouvoir en fait choisir dans le menu ce qui nous intéresse et avoir finalement une formation qui peut être multidisciplinaire et pas hyper complètement scientifique ou économique ou ça c'était l'objectif et ça en a perdu beaucoup. C'était très difficile de devoir faire des choix. Avant, on avait 3 choix finalement. C'était S, EL ou S, pardon, ES ou L. Et là, vous vous retrouviez à devoir choisir entre toutes ces spécialités. Comment t'as fait, toi? Comment j'ai fait? Moi, c'était de la stratégie. Mhm. Parce que il se trouve que j'étais déjà intéressé par. Mais comme je te disais, je savais ce qui m'intéressait, mais je ne savais pas ce que Mm. je. Mm. Et donc, moi, j'étais déjà super intéressé par la politique. Et par exemple, j'ai pas pris l'aspect, comment ça s'appelle, Ah, GS. GGSP. Histoire, Euh, géographie, géopolitique. ouais. Donc, moi, en fait, Et géopolitique, sciences politiques. AGGSP. voilà. Donc moi, j'ai pas fait ça. Alors pourtant, c'est sans doute la discipline qui m'intéressait le plus. Mais en fait, justement, vu que c'était la première année, il y avait toujours enfin, le spectre des 3 Oui. spécialisations. Et donc, en fait, c'était la plupart des gens, finalement, ce qu'ils faisaient, c'était bac S, donc physique, chimie, SVT, maths en spé, enfin Mm. l'équivalent d'un bac S Mm. bac ou alors bac ES avec donc SES, peut-être AGGSP ou je sais pas, enfin. Oui, ils essayaient de reproduire la logique des filières avec leur choix de spécialité, tout à fait. Exactement. Exactement. Mm. Et donc, et donc moi, du coup, il y avait un peu de ça, où moi, ce qui m'intéressait plus, bah, c'était plus le côté ES, mais aussi, il y avait la réputation de le bac S, c'est celui qui t'ouvre le plus de portes, ensuite le bac ES, et ensuite le bac M. Moi, il y a un peu Mm. ces trucs-là. Et si c'est vrai ou pas, ça, c'est pas ça, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, Ouais. c'est l'image que beaucoup de gens se font. Mm. Et donc, du coup, moi, finalement, j'ai fait SES, maths et physique-chimie. Et donc, une sorte de mix De mix. Et ES. ça, c'est très très intéressant parce que j'en ai vu beaucoup qui ont fait ça. Et ça, je trouve que c'est le grand bénéfice par rapport à ce bac, hein, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, c'est que ça permet de faire ses choix qu'on n'aurait pas. Et typiquement, un profil business, par exemple, où on a des personnes qui business, mais qui veulent faire peut-être, voilà, aller dans la tech, donc une maîtrise scientifique quand même assez importante, mais très intéressée par le côté business. Là, pour eux, bah, ils allaient dans le tout scientifique, ce qui, à mon sens, peut aussi être sans aucune connaissance économique. Donc là, l'intérêt de ce bac, c'est de pouvoir en fait donner à boire quelque part à ce type de profil. Donc, ok, intéressant. Donc, tu as fait un profil un peu voilà, scientifique, mais toujours avec ce côté. Mais pourquoi Mais, alors SES et pas GGSP? Parce que tu aurais pu avoir physique-chimie, GGSP et maths. Ça aurait pu être possible. mais parce que si j'étais dans l'ancien système, j'aurais sans doute fait le bac ES et que je D'accord. voulais faire de l'éco. D'accord, ok, 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 Voilà. ok. Très bien. Donc, tu as fait ce choix, ok. Et ensuite, pour l'OIB, Ah, et donc pour l'OIB, moi, ça. Et je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Je sais pas si j'étais déjà au courant de ça, mais en tout cas, je l'ai peut-être après. Et je sais pas si c'est toujours le cas, parce qu'il y a, il y a constamment des réformes. Mais il se trouve que l'OIB n'apportait pas tant d'avantages c'était plus dur c'est et pas plus dur, forcément. oui, il y a quand même 6 heures de cours de plus, Mais plus de travail. c'est en anglais, mais aussi enfin, c'est assez différent, en tout cas, ou en tout cas c'était assez différent du style de cours français, il me semble. Ou en tout cas, dans notre lycée, c'était comme ça. Mm, C'était différent. mm. Et moi, j'avais l'impression que c'était plus dur. Enfin, c'est au bout d'un moment, quand tu es au lycée et les universités, elles regardent tes moyennes, bah, faut réfléchir stratégiquement. C'est ça, c'est une stratégie. Parce que quand tu dis ça ne présente pas forcément de bénéfices, effectivement, ça peut ne pas en présenter. En fait, entre eux, et là, j'ai changé avec un recruteur d'Oxford.
bah, finalement, et là on a l'équivalent avec les A-level, tu vois, avec la possibilité de faire 4 A-level. C'est le système britannique, les A-level, ils ont aussi des spécialités, et donc ils doivent choisir 3 spécialités. Euh, mais ils peuvent en choisir 4 aussi, ou 5. Et il l'expliquait, nous, la priorité, c'est vraiment l'excellence des résultats. Et si, en fait, vous faites un quatrième A-level, donc des résultats un peu moindres, et ben non, il vaut mieux faire 3 A-level, avoir un super, enfin, des très bons résultats. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre tout ça dans la balance. Ok, je fais le BFI, le IB, enfin le IB avant ou le BFI maintenant, ça va montrer des capacités de travail, ça va m'apprendre des choses, certes, mais en même temps, bah, il faut faire le calcul coût-bénéfice, quoi, ce que ça peut apporter. Et je pense que la réponse, elle peut être différente aussi selon les filières. Selon les filières, ça peut être différent. Et dans certaines filières, on attend, et c'est spécifiquement, et moi j'ai déjà fait partie de jury d'admission pour certaines écoles où c'est spécifiquement indiqué dans les critères, on attend en fait une ouverture culturelle internationale qui doit se voir en fait dans le choix en fait des enseignements, et donc ça peut passer par ça. Donc ok. Et donc tu as choisi de ne pas faire le BFI, enfin l'OLB à l'époque. Ensuite, donc, tu fais ta première, ta terminale, ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. Honnêtement, j'ai essayé de réfléchir à quelle moyenne j'avais, je m'en rappelle plus. Hmm. Euh, mais non, ça se passe quand même très bien. Et à Je- ce moment-là, donc, tu as déjà ce rêve de Cambridge. Non, du tout. Du tout. Après, oui, j'ai envie de viser le plus haut. Je pense que je pense plutôt à Sciences Po à ce moment-là plutôt que Cambridge. Pour moi, Cambridge, c'était complètement out of reach. Parce que, je sais pas, j'avais cette impression qu'il fallait être préparé enfin, dès que tu as 5 ans et que tu fasses, je sais pas, que tu fasses du violoncelle ou un truc. Hmm. Enfin, tu sais, et je pense que c'est l'image que beaucoup de gens se font, et peut-être plus, enfin, et pour certains, et alors pour certains cours, c'est vrai. Hmm. Euh, voilà. Mais je pense particulièrement à Oxford PPE, Hmm. comme ça. Mais oui, du coup, non, pour moi, c'était mort. Et puis, j'étais pas premier de la classe. En fait, je pensais que j'étais pas assez préparé pour ça. Et puis, mais donc, du coup, et je pense que ça, on va en parler aussi. Et en fait, donc moi, comme je disais, ma mère enfin, qui a toujours fait absolument tout ce qu'elle a pu pour que j'ai toutes les chances de mon côté. Éventuellement, parce que j'ai des bonnes notes, mais qui pourraient être meilleures. Et donc, finalement, on prend quelques cours à côté, histoire de développer un peu, aller au-delà du programme. Hmm. Et donc finalement, ça fait aussi ça a aussi fait partie de la stratégie pour développer un peu mes compétences, enfin, comment dire? C'est-à-dire qu'il faut avoir, surtout pour le système anglais, et surtout éventuellement, pour si tu veux faire Oxford ou Cambridge, où il y a des interviews, il faut quand même pouvoir développer des compétences je dirais, il faut développer une culture G quand même. Hmm. Voilà. Hmm. Donc ça ne veut pas dire connaître tout sur tout, mais peut-être développer un peu plus d'expertise sur des sujets particuliers qui nous intéressent. Hmm. 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 Euh, et puis, euh, et puis non, et puis aussi, faut mettre toutes ses chances de son côté. Donc il y avait aussi cet élément-là voilà, si ça peut m'aider à avoir des meilleures notes en cours, bah, voilà. Hmm. Et puis en fait, ça c'est super important. En tout cas, et je parle surtout dans le système anglais, tu pourras peut-être euh, euh, corroborate. Hmm. Euh, En fait, tout, tout le monde utilise tous les outils à leur disposition afin d'atteindre leurs objectifs en termes d'université. Et donc, en fait, la logique, c'est que moi, comme je te disais au début, je suis dans une position privilégiée, je suis dans une bulle. Les universités, elles le savent. Hmm. Et donc, et elles savent aussi que ces personnes-là ont généralement peut-être les moyens d'avoir de l'aide à côté. Et donc, du coup, en fait, il faut partir du principe que tout le monde, ceux qui le font, vont le faire. Et donc,
moi, ça m'a un peu, je sais pas si ça se voit, mais ça m'a un peu. Euh, moi, je me suis posé pas mal de questions là-dessus, parce qu'évidemment, pour l'égalité des chances, Hmm. mieux. Mais en fait, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont pas se poser qui se posent même pas cette question-là. Disons que en Angleterre, ça, je pense que c'est vraiment notre mentalité française. C'est très intéressant que tu en parles, hein, parce que je pense qu'on avait déjà eu ces échanges. Moi, quand je suis arrivée au Royaume-Uni, c'était un fait. C'était une donnée. C'est comme ça, en fait. C'est pas, il n'y a pas de question sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est en train de euh, euh, changer les règles du jeu, est-ce qu'on est... Non, c'est un fait. C'est comme ça. Et quel que soit le milieu d'ailleurs, hein, même dans des écoles hyper qui reçoivent un public très populaire. euh, une partie notable des parents, dès la primaire ici, a un système d'accompagnement. Et donc ça, effectivement, là, c'est un fait, c'est comme ça. Donc on le sait, c'est comme ça fait partie en fait du développement, c'est-à-dire qu'on a les cours, et puis qu'en parallèle, on a un certain nombre de, de programmes en parallèle des cours. Et c'est vrai que bah, moi, ça m'a surprise. Et quand j'ai développé mes programmes, c'est vrai que je me suis posé la question, comment le faire, pour qui? Bon, j'ai trouvé un peu une solution hybride. Mais ici, effectivement, dans les universités, les grandes universités, voilà, ils ont conscience que ça se passe comme ça. Ils prennent acte du fait que il y a ce qui est fait à l'école et puis après tout ce qui est fait en parallèle de l'école. Et puis, en fait, il se trouve que la barrière, je pense que la barrière entre le lycée et l'université, c'est la barrière en tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, que j'ai que 22 ans, mais je pense que c'est la barrière la plus haute à franchir. Mm, En fait, c'est tellement déterminant. L'université où tu vas faire ta licence ou ton bachelor, c'est tellement déterminant. Et il y a tellement de compétition au lycée mm. que voilà. Donc académiquement, donc tu t'es préparé, tu avais cette idée d'intégrer Sciences Po qui t'intéressait beaucoup, Cambridge, pour toi c'était out of reach, mais finalement ta maman qui t'accompagnait, elle s'est dit, ben, si tu veux y aller, quoi, il faut... Enfin, si tu veux tenter, on va avoir le... En fait, dans la famille, en fait, je crois que mais je sais pas si c'est un truc, et d'ailleurs peut-être que les Français qui écoutent, je sais pas quelle perspective ils ont de ces universités-là, mais enfin nous dans la famille c'était impossible. Donc Hmm, voilà. Et en fait moi c'est ma copine qui avait aussi candidaté et qui m'a dit bah enfin il y a pas de raison pour laquelle tu pourrais pas le faire. C'est intéressant que tu dis ça, puisque tu es quand même dans une famille qui est plutôt voilà, très qualifiée, instruite, etc. Et même pour eux, donc ils se disaient que Cambridge, c'était impossible. Et c'est intéressant parce que finalement, le fait euh, cette socialisation secondaire dont tu parles, les amis, les autres instances en fait auxquelles tu es exposé, en fait, c'est par en fait ton entourage que tu t'es dit ah peut-être que ça peut être possible. Ouais. Et complètement. Et aussi, faut dire que dans ce lycée, on avait aussi un service carrière qui, je trouve, qui était assez bon. Enfin, moi, en tout cas, je m'estime assez chanceux. Donc oui, complètement. Après, voilà. Donc une fois que l'idée a germé, où là, ma mère, elle a dit, OK, mais par contre, on va mettre toutes les chances de ton côté, parce que Mm, mm, voilà. mm, mm, mm. Euh, Et donc là, comment tu as travaillé alors pour postuler pour Cambridge? Donc il faut faut faire quand même des travaux complémentaires, montrer qu'on a travaillé en parallèle, qu'on a poussé la connaissance euh, de certains travaux, de certains auteurs, de certaines disciplines. Comment tu t'y es pris? alors moi, donc peut-être que certains seront plus optimistes à l'idée d'entendre ça, mais moi, j'étais pas un grand lecteur du tout. Hmm. Donc, moi, en fait, Ah, j'ai- j'aime bien relativiser quand même dans ces cas-là, parce que enfin, c'est selon ton point de vue que t'es pas un grand lecteur. alors, non, mais Attends, moi vraiment, qui compare à la moyenne des élèves, tu es quand même en moyenne plus que les élèves de première. bon, on va dire que j'étais peut-être dans la moyenne. Honnêtement, je lisais vraiment pas beaucoup. Du coup, j'étais pas un grand lecteur.
Mmh. Euh, mais il se trouve que en tout cas, surtout pour les candidatures aux universités anglaises, c'est important de bien connaître quelques bouquins. Et donc, du coup, je me suis renseigné ouais, sur des thèmes qui m'intéressaient et de lire des travaux d'économistes. Et donc, par exemple, dans mon personal statement, j'avais parlé de Capital et idéologie de Thomas Piketty. Et donc, là, en effet, j'ai lu, et c'est un pavé quand même. Mmh. Et donc, Ouais, 800 pages ou ouais. Mmh. j'ai lu ça quand même, c'est quelque chose. Et du coup, à partir de ce livre, tu as développé une connaissance, en fait, de cette question de la répartition des revenus, de l'évolution du capital au cours du siècle, de la dimension aussi, idéologique, Oui, et ça, ça, c'est quelque chose que tu as développé quand même? oui, complètement, parce que je pense que c'est difficile de dissocier l'économie de la sociologie et de ne pas avoir de perspective politique là-dessus. Et Mmh. puis ensuite, évidemment, en fait, ce qui est surtout important, c'est de pouvoir avoir un esprit critique sur Mmh. ce qu'on apprend à l'école, peut-être ce que je lis sur Thomas Piketty, ou ce que je lirais sur peut-être un économiste néolibéral. Enfin Mmh. voilà. Mmh, mmh, Euh, mmh, mmh. Ouais, ouais. ce qui est surtout important, c'est le développement de l'esprit critique. Ça, C'est c'est. ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que, bah, c'est une compétence qui est très importante à l'université. Et ça, je pense que dès les entretiens, tu le sens et tu es évalué dessus. Est-ce que tu peux nous parler, parce que bon, bah, on voit que au début tu y vas, mais un peu en te disant ça va être difficile. Et puis finalement, tu postules, tu fais, tu travailles méthodiquement sur les différentes étapes de ta candidature et tu es invité aux entretiens. Déjà, est-ce que tu as été surpris? Ah bah oui, oui, je crois, j'y croyais pas trop. Non, non, évidemment, j'étais très agréablement surpris. Et puis donc, oui, Cambridge, c'était mon premier choix. Du coup, quand j'avais fait mes sélections d'université, Cambridge, c'est clairement mon premier Mmh. choix. Mmh. Euh, donc, oui, non, j'étais très content. Et par contre, la question, c'était, je crois que j'ai reçu mon offre d'interview, genre une semaine avant l'interview, un truc comme Mmh. ça. Donc, bon, ça arrivait très rapidement. Mmh, 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 mmh. Avant l'entretien, pardon. Ouais, c'est fait exprès, vous avez Euh, pas beaucoup de temps pour vous préparer entre l'invitation et et l'interview. ouais, bah, Hem Et comment tu t'es préparé durant cette semaine? Tu as relu ou tu as plutôt essayé de te libérer l'esprit, non, je ne me suis pas libéré l'esprit du tout. J'étais, c'était vraiment que de la préparation. Donc, Donc tu as fait de assez l'intensif dans les jours qui ont précédé? ouais, de l'intensif. Je suis repassé sur tous mes écrits parce que, évidemment, il y a une C'est partie où, important. voilà, donc il Mmh. faut savoir ce qu'on a dit et Oui, développer dessus. et c'est là où moi je le dis souvent aux étudiants, allez pas reprendre le personal statement de quelqu'un d'autre. Allez pas Mm. essayer de copier les bons travaux, ou encore pire, ne le faites pas avec, une IA. Enfin, l'IA éventuellement, ça peut vous aider à relire l'orthographe, un peu peut-être la structure. Mais, là, ce que les recruteurs recherchent, c'est vraiment de la cohérence et de l'authenticité. Et ça, en fait, si ça passe à une certaine étape de la procédure, ça passera pas dans la suivante, en fait. Et là, toi, tu as eu combien d'interviews à Cambridge? Il y en avait deux le même Tu en as eu jour. 2. Dans l'année, tu as eu aussi une offre de Sciences Po. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Cambridge plutôt que Sciences Po, alors que tu nous as dit plutôt qu'initialement, c'est Sciences Po qui t'intéressait? Oui, bah, pour être honnête, alors, pour moi, ça serait malhonnête de dire qu'il n'y avait pas une question de prestige ou, Mmh. Cambridge, c'était juste un objectif qui me paraissait assez inatteignable. Sciences Po, c'est aussi très compétitif, mais c'est Très vrai que prestigieux aussi, hein, c'est très, pareil et prestigieux, oui, bien sûr. ouais. Et même, enfin, c'est vraiment pas une question. En fait, pour moi, ouais, c'est pas vraiment une question de faire des comparaisons objectives, mais je pense qu'il y avait vraiment, ouais, il y avait vraiment, je sais pas, j'avais Ouais, vraiment. dans ton idée, c'était cette Euh,
Cet J'avais envie- idéal de l'université. Ouais, et puis j'avais envie d'expérimenter aussi hein, le système anglo-saxon. C'est vrai que du coup, pour le Mm, coup, j'avais passé tout mon lycée dans le système français. Euh, mhm, et c'est vrai que j'ai quand même, et ça, c'est plus objectif, mais je sais pas, c'est peut-être pas le cas pour Sciences Po, mais j'ai l'impression qu'en général, dans le système anglo-saxon, on t'invite beaucoup plus à réfléchir et à développer des arguments, et c'est mm. beaucoup plus, c'est c'est led by the individual, un peu plus. Enfin, c'est moins de l'assimilation d'informations Oui. top-down, tu vois. Ouais, Et ouais. Et ça, du coup, tu l'as retrouvé, tu l'as retrouvé, j'imagine, à Cambridge, tu as pu le constater. Donc, toi, tu avais envie d'expérimenter ça alors que tu avais été scolarisé toute ta vie dans le système français. Tu as hésité quand même un petit peu Parce que euh, finalement, tu avais déjà ton offre pour Cambridge. Pour expliquer comment ça se passe. Donc, quand on postule à Oxford ou Cambridge, pour ceux qui ne le savent pas, on postule mi-octobre. C'est une early application. Et donc, toi, tu as reçu enfin, tu as fait tes interviews, etc. C'était quand? moi, j'ai fait mes entretiens pour Cambridge en début Début décembre, décembre. fin janvier. Et tu as eu la réponse fin janvier. D'accord. Donc, tu avais déjà une réponse de Cambridge qui t'avait fixé quoi comme condition? Parce que ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que majoritairement, les offres sont des offres conditionnelles. Donc, on demande à l'étudiant, voilà, on vous offre une place à condition que vous ayez telle et telle note dans vos spécialités et en moyenne générale. Et toi, on t'avait fixé quoi? Alors, donc, moi, on m'avait fixé 16 de moyenne générale. C'est Mhm. ça la condition, honnêtement, la condition la plus basse. Il me semble que Cambridge, il ne demande pas en dessous de 16. Mm, Il demande en mm. dessous de 16. Et puis, pour certains cours, c'est plus élevé. Donc, Ouais, moi, c'était 16 de moyenne générale et 17 dans un paquet de matières. ouais. Donc, mais vraiment, je crois qu'il y avait maths, SES, Les histoire spécialités? géo, Ouais. euh, espagnol, chinois. Ah oui, on t'a donné aussi, parce que c'est vrai que majoritairement, c'est uniquement les spécialités, mais toi, on t'a demandé explicitement dans les matières. Oui, alors par contre, je crois que, pardon, c'était 17 de moyenne générale et 16 dans plein de matières. Voilà. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, tu avais déjà l'offre de Cambridge, donc il y avait cette condition, évidemment. Et puis, enfin, tu fais ta candidature à Sciences Po et tu es retenu pour les oraux, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Euh, Tu te prépares quand même parce que Cambridge, c'est une offre conditionnelle et à ce moment-là, peut-être tu hésites encore. Tu avais plus envie d'aller vers Cambridge, mais est-ce qu'à un moment, tu as quand même hésité, une fois que les deux offres devenaient concrètes? C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans une semaine pour la partie 2, dans laquelle Alexandre nous emmènera avec lui à Cambridge. Si cette conversation résonne avec toi, partage cet épisode, active la cloche et laisse un avis 5 étoiles. Et si tu veux transformer cette richesse en avantages concrets, que tu construises ton parcours ou que tu recrutes ces profils, retrouve Skills Up. Le lien est en description.